Voilà, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette matinale des PME qui est consacrée à la digitalisation dans l'immobilier. Et donc, sans tarder, permettez-moi de partager mon écran pour vous présenter d'abord quelques notions historiques par rapport à notre démarche. Je laisserai ensuite la parole à Daniel Castle de Digital Switzerland pour présenter les initiatives de Digital Switzerland. Je parlerai en 2 slides sur ce qu'on fait à BusinessIn et ensuite on passera au cœur du sujet avec Christophe Hubschmid qui nous parlera donc de la numérisation et de l'impact de la numérisation sur l'immobilier. Donc, comme indiqué, si vous avez envie de partager avec nous, votre écran, ce sera avec plaisir car c'est toujours un peu plus convivial de se voir les uns les autres dans cette situation un peu particulière qui nous impose certaines conditions, télétravail, masque et autres. Donc, permettez-moi de faire ce partage. Pendant que tu fais ça, Suzanne, est-ce que tout le monde peut se mettre en mute, s'il vous plaît? Je crois que c'est fait, parce que c'est automatiquement fait par le système, en tout cas tel que je l'ai installé. Voilà. Donc, est-ce que tout le monde voit mon écran? Est-ce que c'est OK pour vous? Oui. Donc, ce que je vais faire... Tu es sur mute, Suzanne. Alors, je reprends. Merci, Daniel. Mon nom est Suzanne Rabarolevet. Je suis la cofondatrice et CEO de BusinessIn, qui avons le plaisir de co-organiser cette série de matinales. Un peu d'historique par rapport à notre démarche. Donc, en fait, nous avons constaté, comme la plupart des gens, que les PME et les acteurs traditionnels ont un peu de peine à se lancer dans leur transformation digitale, soit par manque de temps, de moyens ou de main-d'œuvre, et qu'il y a un véritable besoin d'information, de dédramatisation et d'inspiration par des témoignages et des connexions avec des acteurs d'innovation numérique et de formation. Donc, nous cherchons à faire entrer ces entités traditionnelles dans la voie de la numérisation grâce à des petits pas, mais des petits pas dont les impacts sont mesurables. Donc, comme mentionné déjà, BusinessIn et Digital Switzerland se sont unis pour lancer cette série de programmes pour les PME afin de faciliter l'adaptation de leurs produits et services à l'ère de la dématérialisation. Nous avons encore un événement qui est planifié pour la fin de l'année qui, en principe, sera organisé à Bulle, dans le canton de Fribourg, si la situation sanitaire le permet, bien sûr. Sinon, nous passerons en virtuel comme nous venons de le faire pour cet événement qui était effectivement prévu à Yverdon, plus spécifiquement au FCE d'Yverdon. Je te donne la parole, Daniel, pour nous dire 2-3 mots sur Digital Switzerland et la démarche. Merci beaucoup. Donc, je me présente Daniel Castle. Je m'occupe du secteur éducation et talent chez Digital Switzerland. Suzanne, si tu peux avancer. Bien sûr. Donc, Digital Switzerland est une association nationale à but non lucratif. Et nos membres sont composés de grandes entreprises suisses et internationales, de PME, d'institutions académiques telles que le PFL ou l'Université de Genève ou l'Université de Zurich, l'ETH, et d'organisations non gouvernementales. Comme les PME constituent environ 99% du tissu économique suisse, on a organisé ces événements avec BusinessIn dans une optique d'échange et d'apprentissage, sachant que le Covid a accéléré tout ce qui est numérisation, mais pour offrir une palette
de ce qui se fait dans l'économie digitale aujourd'hui et pour mieux cibler les besoins, notamment des PME, comme Suzanne l'a dit, qui sont parfois laissés pour compte ou parfois se posent des questions dans quoi investir et comment investir dans le digital. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est d'anticiper les tendances, de mettre en réseau et d'initier le changement. Nous avons une espèce de veille technologique en anticipant l'impact des nouvelles technologiques et on met en réseau avec cette nouvelle optique que le monde aujourd'hui où le monde économique est toujours en concurrence, mais on a quand même besoin de travailler ensemble. Donc, nous faisons ce qu'un de mes collègues appelle des alliances improbables et nous connectons et mobilisons les parties prenantes des différents mondes économiques et des différents acteurs économiques. Et finalement, nous lançons des initiatives telles que les petits déjeuners des PME ou d'autres initiatives. Nous avons une campagne sur l'apprentissage tout au long de la vie. On a une autre campagne qu'on va lancer en novembre sur les carrières scientifiques, d'ingénierie, des sciences naturelles et de la technologie, pour justement essayer de trouver des solutions à des défis du monde actuel et saisir les options offertes par la transformation numérique. Suzanne? Ce qui me tient plus particulièrement à cœur et ce qui est important pour les PME, parce qu'on a constaté que pour des raisons diverses qu'on ne comprend pas tout à fait, les PME ne consomment pas beaucoup de ce qu'on appelle en anglais le lifelong learning, c'est-à-dire l'apprentissage tout au long de la vie. Et donc, ces campagnes visent vraiment à sensibiliser tous les employés, quel que soit leur niveau, et les employeurs à la formation permanente, que ce soit des workshops, que ce soit des programmes certifiants ou que ce soit d'autres formes en ligne d'apprentissage. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les technologies changent tellement rapidement qu'il faut que les employés et les employeurs restent au courant de ce qui se fait. Et donc, on vise vraiment à toucher tout le monde, toute la population suisse, qu'elle soit active ou non, pour permettre à chacun de rester agile et compétent et de remplir son rôle de citoyen de la Suisse pour que la Suisse reste innovante et à la pointe de l'économie. Je passe la parole à Suzanne. Oui, merci beaucoup Daniel pour cette courte présentation. Je pense que s'il y a des questions de la part des participants, évidemment, le débat est ouvert à la fin de la présentation. Très rapidement, BusinessIn est une plateforme de connexion, mais spécifiquement dédiée aux PME, avec une approche aussi assez particulière puisque notre objectif est de connecter les PME aux acteurs d'innovation un peu inédits pour le monde des PME, justement, qui est celui des startups. Et nous nous engageons en fait à connecter les PME aux startups, non seulement pour leur permettre d'utiliser des outils, des services ou des produits en B2B, mais également d'apprendre à utiliser leurs outils, tels que par exemple tout le côté agile, tout le côté de faire des pilotes, d'éjecter des projets disons de diverses activités si le projet ne devait pas s'avérer, disons, avoir un impact. Donc, avoir toute cette attitude de création et de reprise de l'innovation constante. Voilà, et donc nous faisons des ateliers, comme je disais, qui permettent d'utiliser les deux types à la fois d'outils et de services, qui sont essentiellement des ateliers soit de co-création entre diverses PME qui sont autour d'une table et qui peuvent avoir un regard croisé sur la problématique de son voisin, ou alors des ateliers en entreprise où nous focalisons sur un aspect particulier qui peut par exemple être le marketing digital, les bonnes pratiques et la création de contenus remarquables et pertinents. Donc au plaisir de vous revoir dans l'une ou l'autre occasion. Et maintenant, je vais arrêter de partager mon écran et je vais donner la parole à notre intervenant principal qui est Christophe Hubschmidt qui va nous parler de
l'impact positif, voire négatif, de la numérisation sur l'immobilier. Donc, juste un petit instant. Voilà, à vous Christophe, s'il vous plaît. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci à Suzanne et à Daniel. Bonjour à tous ceux que je revois de manière digitale. Je n'avais pas prévu de le dire dans mon introduction, mais en fait, j'ai entendu plein de termes d'époque, des stratégies marketing digital, des méthodes agiles, de la co-création. Et ce sont tous des termes qui sont obligatoires dans les transformations que l'on vit aujourd'hui et qui, effectivement, comme l'a dit Daniel, ne sont pas forcément maîtrisés par tout l'encadrement en place. Et ce qui fait que ceux-ci sont parfois en difficulté ou en opposition ou en souffrance par rapport à ces sujets. Donc, je ne peux que abonder dans tous les termes que j'ai utilisés. Et c'est pour cela que je trouve cette initiative très bien. Et j'espère qu'on va un peu, par le cas qu'on représente des BS Group et sa transformation digitale, un peu illustrer et appliquer et montrer où nous sommes et où nous ne sommes pas. Voilà. Donc, s'il y a des questions, je pense, Suzanne et Daniel, n'hésitez pas à m'interrompre, je vous entends. Ça ne veut pas dire que j'arrive à vous lire si c'est tout petit. Donc, le chat est bienvenu, mais il faudra me le traduire ou me le lire en haute voix. Bien, je suis un produit fédéral, je m'appelle Christophe Hubschmidt, mais la Suisse est un petit pays qui en même temps c'est un pays très complexe. Il a plusieurs langues, il a plusieurs cantons, donc on agit déjà en tant que PME dans un métier très complexe parce que notre situation géographique est très très complexe puisque nous sommes un groupe présent en Suisse allemande et en Suisse romande. La digitalisation doit nous servir à mieux travailler le marché, parce qu'il y a une finalité d'entreprise à tout cela. Le marché suisse, il est dans le marché de l'immobilier, du service immobilier. On ne parle pas de construire dans le marché du service immobilier qui représente environ un peu plus d'1 milliard de francs capturables et 1 milliard de francs un peu plus déjà fait par les clients eux-mêmes. Ce marché est assez disparate. C'est-à-dire, il a, on va dire, 3 couches. Il a 3 gros acteurs, dans lesquels un des 3, c'est nous. Les 2 autres sont des acteurs qui ont une clientèle captive. Donc, évidemment, ça change les attentes de la clientèle lorsque votre clientèle est captive au sens où ils gèrent des biens de leur actionnaire. Après, il y a un ventre d'une 10-15aine de sociétés de taille moyenne. Et ces sociétés représentent à peu près 16% du marché, alors que nous représentons un tiers du marché. Ces entreprises moyennes sont plutôt des acteurs locaux, avec une spécificité généralement rarement multilangue, par exemple. Et puis, il y a beaucoup de petits acteurs, plusieurs dizaines, plusieurs centaines, ce qui fait qu'on a un marché très, très fragmenté, pas encore transformé, pas encore consolidé par opposition à beaucoup de marchés, tels qu'on a vu ces marchés évoluer dans le passé. Et évidemment, la digitalisation est un des moyens aussi qui va transformer ce marché. Ce qui est intéressant de voir, c'est que quand bien même ce marché est compliqué et bouge pas mal d'argent, il n'a pas de normes. Donc, on n'a pas de normes techniques qui permettent d'interagir entre nous. On n'a pas de normes pour former le contrat, on n'a pas de normes pour le mandat, on n'a pas de normes pour donner des mandats à nos sous-traitants. Et donc, l'absence de normes, évidemment, crée encore une difficulté supplémentaire dans la gestion à la fois du volume dans ce petit territoire et des différents aspects. Cette complexité territoriale, cette complexité de marché, il y a une complexité intrinsèque à notre métier, à notre organisation. Nous sommes un groupe qui, gentiment, a plus de 600 personnes, donc il faut les faire fonctionner en même temps. Nous sommes présents sur différents métiers avec différentes marques, donc il faut que ces marques aient une visibilité et existent à l'extérieur, tant sur le digital que sur le réel. Il faut faire vivre ces métiers en concordance, il faut créer ces synergies. Et donc, on a, au-delà d'un marché compliqué et hétérogène et d'un territoire compliqué national, nous-mêmes, une certaine complexité, juste de par la taille notamment, que nous tentons de gérer. Le service immobilier, ce n'est pas que de faire de la gérance. Nous gérons, en fait, le service est un cycle et on accompagne le client sur tout son cycle de gestion d'actifs. Ça va depuis l'entrée, c'est-à-dire l'achat, l'investissement, donc l'accompagner à l'investissement, produire le bien, en trouver et en calculer son potentiel, le mettre sur le marché, trouver les bons acheteurs, trouver le bon bien, rentrer dans ce cycle de gestion. Et après, dans ce cycle de gestion, c'est beaucoup de travail. C'est classiquement la gérance. C'est la copropriété qu'on doit supporter, mais c'est également les travaux, la gestion du bâtiment, de l'actif, mais aussi, par exemple, le cash management,
Pour illustration, on gère un peu plus d'1 milliard de cash par année. Aucun outil de gérance n'est prévu comme un système de gestionnaire de cash avec beaucoup de comptes bancaires sur justement une absence de normes entre les différents systèmes. Donc on a une vraie complexité sur nos métiers aussi de gestion. Et puis, il faut former tout le monde à cela. Et puis, bien entendu, nous accompagnons les clients à la sortie du bien, la mise sur le marché de leurs biens, la vente, que ce soit de l'institutionnel ou du privé. Donc là également, un travail d'accompagnement tout au long du cycle. Et donc, nous considérons ce cycle des services comme étant notre corps de métier, avec bien entendu des spécificités à chaque étape un peu différentes et des besoins différents. Il ne faut jamais oublier le marché. Qu'est-ce que veut le marché? Et je ne vais pas partager avec vous toute l'analyse de marché que nous avons fait. Le digital, on verra, c'est évident, ce n'est pas un but en soi, mais il y a des attentes de marché. Le marché, typiquement, je voulais simplifier entre Suisse allemande et Suisse romande, parce que c'est un petit peu différent culturellement et c'est surtout différent par la langue, mais aussi par la clientèle que nous distinguons entre ce qu'on appelle l'institutionnel, donc un professionnel en face de nous qui a certaines attentes, et puis un particulier qui a d'autres attentes, qui travaille à d'autres moments, mais qui est peut-être aussi plus concerné à titre personnel par le bien. Et les attentes sont un peu différentes, mais on voit que certains éléments sont toujours récurrents. La qualité, d'autres services et le prix. De manière très étonnante, on se dit tous agents de service, mais nos logiciels ne permettent pas de dire combien d'appels ont été répondus en retard, combien de minutes, combien de secondes les gens ont attendu au téléphone pour juger de ce taux de service immédiat attendu en fonction du problème. La qualité est peu mesurée. On a peu d'indicateurs de qualité. On vient encore d'un monde immobilier qui est un peu le monde ancien, c'était le monde du papier, où le logiciel servait finalement à saisir quelques paramètres qu'on trouvait sur un formulaire de demande de location ou un compte bancaire. Donc on n'a pas encore intégré, si ce n'est dans l'humain, que nos outils doivent supporter cette qualité, l'illustrer, la mesurer, comme le font déjà beaucoup de services. Le prix, qui dit prix dit naturellement efficience, donc pour ceci, évidemment, il faut du volume, mais il faut aussi également des processus efficients qui font qu'on peut se battre et offrir un prix à une qualité attendue. Donc, tous les outils et tout le jeu servent le marché et servent les attentes des clients, illustrées ici par une petite analyse de marché que je vous partage aujourd'hui. Donc, ne pas oublier cette finalité est très importante aussi dans toutes les transformations digitales, ne pas les faire pour soi-même, comme on le faisait à l'époque sur un site web, c'était surtout un peu nous sur nous, et on était content d'exister sur le web, alors qu'en fait, non, il y a une autre finalité à tout ceci dans la transformation ou dans les ajouts digitaux à notre stratégie duale physico-digitale. Je regarde mon chronomètre. Vous avez vu en introduction qu'il y a beaucoup de débats sur les technologies et la non-maîtrise des technologies. Je suis toujours surpris de voir que, et je suis content qu'on apprenne à nos enfants comment on pousse un arbre, mais je trouve qu'on devrait aussi apprendre à nos enfants comment fonctionne le digital, puisqu'ils seront certainement tout autant confrontés, et ils ont absorbé ces technologies, mais ils n'en maîtrisent pas forcément les codes. Et ne pas en maîtriser les codes, et en particulier lorsqu'on est en responsabilité d'une PME, c'est compliqué de s'approprier et de comprendre en quoi ces technologies vont nous aider, et surtout en quoi il y aura des difficultés à les mettre en œuvre dans son biotope. Des bases consolidées, qu'est-ce que ça veut dire? Des bases consolidées, c'est par exemple le fait de pouvoir matcher des attentes de clients avec des données cadastrales ou des données de territoire. C'est le fait de matcher un prix d'un bien attendu par opposition avec le niveau de vie et la durée de vente moyenne en fonction du prix attendu. Ça peut être aussi numériser les documents. Parce qu'évidemment, on l'a vu avec le Covid, si vous n'avez pas numérisé vos documents, vous avez beaucoup de peine à faire fonctionner le transfert d'informations. Donc, il faut revoir le transfert d'informations. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons tout d'abord construit une couche de base, un centre de calcul, des réseaux, des données, la sécurisation des données, parce que lorsqu'on parle notamment de CRM, je ne vais pas revenir tellement sur les outils de courtage, parce que tout le monde dit « Ah oui, il y a le courtage, il y a les visites virtuelles ». Ça fait 20 ou 30 ans qu'on sait mettre en relation en fait, un client avec un fournisseur, Booking, le shop, on sait faire une remise en relation. Mais par contre, ceux qui n'y ont pas été, il faut apprendre avec ce CRM à maîtriser des données personnelles dans le cadre de la loi. Ça veut dire des data protection officers. Donc, il faut toute cette couche de base sur laquelle on peut construire finalement cette stratégie. Dessus, on va pouvoir mettre des applications. Là, on parle de CRM, donc de suivi de la clientèle. On va peut-être faire de la visite virtuelle. On va peut-être faire du home staging virtuel. On va peut-être faire de l'illumination et de l'ensoleillement virtuel. Donc, on va pouvoir rajouter une couche de réalité un peu augmentée à la visite réelle. Ça va surtout aussi permettre aux gens
de se faire une idée du bien, bien entendu, sans avoir à se déplacer en agence, sans avoir à se déplacer sur le bien. Et c'est ce que l'on fait tous lorsqu'on va, par exemple, réserver un hôtel, on essaie d'avoir le plus d'informations possible pour faire le choix de l'hôtel et filtrer et canaliser ainsi les choses. IoT, système d'information générale, IoT, ça veut dire simplement que la technologie rentre dans l'objet. L'objet, il y en a plein de jeux dans les bâtiments. Il y a des objets communs, des chaufferies, des ascenseurs, des objets qui s'usent, des pompes, qui vont peut-être détecter des fuites. Il y a des objets évidemment embarqués à l'intérieur des appartements, privatifs. Et donc, tous ces objets, alors on discute un peu de la 5G, si elle vient ou pas, on a déjà beaucoup de moyens de connecter des objets. Donc, cette technologie des objets va aussi nous aider à travailler avec nos fournisseurs, à leur permettre d'agir, notamment sur les maintenances. Donc, on aura beaucoup de ces technologies qui vont rentrer dans nos bâtiments et qui vont nous aider ou pas à faire notre travail. On va pouvoir mettre encore une couche supérieure d'intelligence, par exemple des algorithmes. Chez nous, les algorithmes, c'est le big data. Nous, ces algorithmes nous servent, par exemple, à calculer l'entier des mandats et à essayer de comprendre où notre taux d'honoraire sur les mandats, le prix juste, en fonction du type de bien, du lieu, de la typologie du client, quel est le pricing, un peu comme on le fait dans les sièges d'avion. Donc, le big data nous aide à mieux saisir le meilleur prix de nos prestations. Évidemment, il y a toujours le débat, est-ce que le marché va complètement changer dû aux technologies? Alors, tous les marchés changent, et en particulier lorsqu'un marché est comme le marché de l'immobilier, avec des centaines d'acteurs non normés, effectivement, la capacité à transformer ce marché-là, indépendamment de la digitalisation, puisque évidemment la consolidation est en route, et donc le marché va changer indépendamment du fait qu'on peut digitaliser ou pas. Il y a trop d'acteurs, ceux-ci n'auront pas la taille critique pour former les gens, pour suivre les investissements. Et donc, ça va être de plus en plus compliqué pour beaucoup d'entre eux d'être pluridisciplinaires comme il était à l'époque. Effectivement, des nouveaux acteurs peuvent rentrer, mais type un néo qui peut mettre en relation un acheteur-vendeur, ce n'est pas nouveau en termes de technologie, mais c'est un positionnement et le ticket d'entrée, quelque part, est faisable. Si on se rappelle dans les banques, il y a plutôt que des acteurs pour faire du trading en ligne. Les banques faisaient du trading en ligne déjà, et donc c'était simplement un nouvel acteur, ça n'a pas créé forcément plus de nouveaux marchés, peut-être un peu, mais la prestation était déjà là et la prestation existait déjà. Les e-buyers, c'est ce qu'on a déjà vu dans beaucoup d'autres métiers, c'est simplement déléguer aux clients la capacité à faire soi-même. On fait tous nos paiements sur Internet, donc la banque nous a bien délégué la capacité à faire nos paiements. Donc certaines opérations de base peuvent être déléguées, mais pour ça, il faut quand même avoir une rétribution. Bien entendu, votre banque se rétribue par ailleurs parce qu'il faut faire tourner toutes ces machines. Donc, il n'y a pas forcément d'émergence de nouveaux modèles si on fait la comparaison avec d'autres secteurs ou des secteurs déjà existants, mais il y a la capacité pour des acteurs nouveaux de rentrer et de faire une prestation ouverte. Alors, si on regarde maintenant la gérance, je vous ai dit le courtage, on connaît classiquement, c'est publier des biens. Si on regarde la gérance, on partait d'une application qu'on appelait back-office, on travaillait sur ce back-office, et bien surtout, on va commencer à le compléter. On va le compléter, par exemple, avec les applications de mobilité du gérant. Il n'a pas forcément besoin de retraverser la ville de Genève pour rendre à Carouge chez Broyet, alors qu'il est en bas du bâtiment, et il peut traiter ses bons de travaux. On va rendre le gérant plus mobile, puisque son travail, c'est auprès du client, c'est auprès du bâtiment, et donc chaque heure qu'il passera au front et au service de sa clientèle sera un service supérieur. On va à l'autre bout, puisque ce qu'on a à vendre, c'est des vacants. On remplit des appartements et on gère des appartements. Donc, on vend des vacants. Donc, il faut, par exemple, faire la postulation en ligne. Plus besoin de venir à l'agence, plus besoin d'attendre des heures d'ouverture. Je m'intéresse à un bien, il est tard le soir, je dépose ma candidature. Et dans cette candidature, il y a des fiches de salaire, il y a des éléments personnels, et donc nous sommes obligés de savoir comment gérer ces informations que nous recevons pour les traiter conformément, notamment, au droit. Ceci permet notamment de publier et de réserver des biens beaucoup plus rapidement, ce qui est aussi le sens tant du client propriétaire que des attentes du locataire. Une fois que ceci est fait, nos clients, locataires, propriétaires, copropriétaires, fournisseurs, peuvent interagir avec nous sur des applications mobiles. Un fournisseur est intéressé par prendre cette réparation, cette peinture de cuisine, ce carrelage. Il peut dire oui, il peut dire non, il peut dire j'ai des questions. Il répond, il interagit, il va poser son offre, son devis avec un PDF et ainsi, on va pouvoir commencer à interagir avec lui, malgré l'absence de nom. On va également faire l'inventaire du bâtiment, parce qu'évidemment, ce bâtiment, c'est un bien que l'on gère. Donc, on a des applications pour
faire l'état des lieux de maintenance des bâtiments. Il s'appelle Broyer Data, il s'appellera DBS Data, qui permettent aux gérants de faire une sorte de cartographie de leur bâtiment et d'avoir une meilleure compréhension de l'actif qu'ils ont sous gestion. Et puis, bien entendu, comme je l'ai mis au centre, il y a les fournisseurs qui rentrent également avec leur technologie dans ces bâtiments et avec nous. Ça peut être pour recommander des points de commande pour des citernes, ça peut être, je vous l'ai dit, des fuites. Donc, on peut commencer à mettre des interactions avec nos fournisseurs et il faut s'intégrer dans leur processus, notamment pour complètement ouvrir la porte. Illustré par le bus, le fait que les vacants soient publiés ou publiables sur différents sites Internet, sur différents magasins, permet également notamment de le publier notamment sur les bus, parce que c'est un logement d'étudiants, on va choisir la ligne de bus qui va sur l'université de telle heure à telle heure. Partant de là, est-ce qu'on a fait une agence immobilière? C'est assez le pendant de l'agence réelle. L'agence réelle, elle veut simplement être au meilleur endroit dans la ville, dans le village, elle veut être visible, elle veut être attractive, elle veut mettre en bien les biens en vitrine. Eh bien, l'agence immobilière, c'est sur Internet d'abord des sites Internet construits non plus comme simplement une façade de ce que nous étions physiquement, mais c'est basé sur une stratégie de user experience, excusez-moi du terme, c'est le fameux UX. Et cette expérience client permet d'améliorer la qualité de navigation et la qualité de présentation des biens comme on le ferait dans un magasin. Ensuite, on va offrir des services complémentaires ou en plus qui sont qu'on ne voit pas en vitrine, qu'on ne voit pas sur le catalogue, notamment les estimations en ligne avec toute une base de données derrière qui va permettre à la personne à l'écran d'estimer son bien ou d'estimer si son bien à vendre est bien placé, etc., est dans le bon prix ou combien coûterait un bien. Donc, on va lui rajouter des outils qui n'existent pas en agence physique et donc il y aura des produits spécifiques à l'agence digitale. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Ah oui, moteur de recherche. Comme je vous l'ai dit, on vend des biens, on vend des vacants, et donc il faut que les clients qui cherchent aient des moteurs de recherche à disposition. Nous produisons un moteur de recherche pour le groupe qui capture tous les biens alloués ou à vendre de nous-mêmes ou de nos partenaires et qui les reproduit et qui les publie dans tous les magasins digitaux, les sites Internet, les bus, etc. Donc il faut des outils complémentaires, mais qui, bien entendu, sont beaucoup plus puissants que ce que vous avez sur quelques mètres carrés de vitrine. Je l'ai dit, il faut avoir le magasin digital qui est dans la meilleure rue. Pour ça, il faut une stratégie SEO qui vous permet d'avoir des bons temps de réponse, être placé au bon endroit dans les rankings de recherche. Comme un magasin, on le trouve facilement dans la ville, et bien, il faut une stratégie SEO de façon à avoir aussi là un bon magasin bien visible. Et puis, derrière, il faut produire des produits digitaux, les packs digitaux. Ça peut être, on produira pour un bien un mix entre une campagne Facebook, des photos, des catalogues, des mails, de la publication sur des sites dédiés. Donc, on peut commencer à faire des packs digitaux là autour. Ceci étant, ça veut dire que la proximité même, la notion de proximité, c'est, bien entendu, c'est un marché local. L'immeuble est où il est, et il faut le maintenir où il est, et le locataire est où il est. Donc, c'est un marché, dans son essence, très local. Cela veut dire que les gens s'attendent à ce qu'on soit près d'eux. Mais près d'eux, jusqu'à maintenant, c'était une agence, c'était un collaborateur, mais ça peut aussi être près d'eux parce qu'ils peuvent, le soir, chez eux, décider d'aller voir les produits, voir les services à disposition. Et donc, il faut repenser l'accueil parce qu'on ne va plus forcément venir à l'accueil pour chercher un catalogue ou un formulaire, ou même plus du tout. On va venir pour chercher plutôt du conseil. Et donc, on va changer le fameux comptoir, donc on change nos agences, le fameux comptoir où on butait avec la dame derrière qui vous donne un formulaire. Évidemment, il n'a aucun sens dans une agence de conseil. Et donc, il faut repenser également nos bureaux. On va se retrouver à avoir des vitrines différentes, un point de visibilité. Une vitrine, c'est statique, on le voit à droite, c'est les fameux présentoirs. Mais peut-être que celui qui est en face de la vitrine ne veut pas voir ses objets, il veut voir une autre ville, un autre type de bien. Donc, il doit interagir et voyez au milieu notre vitrine digitale où la personne à l'extérieur peut choisir quel type de bien il veut, dans quelle ville. À la limite, il peut même donner ses coordonnées email s'il décide de contacter. Ce qui fait qu'on aura une dualité physico-digitale entre ce qui est réel, l'agence, et ses capacités digitales offertes par le système. Et puis, on va repenser aussi nos façons de travailler, puisque derrière ces présentoirs, l'agence va changer, le fait même, la place de travail va changer. Donc, il faut préparer des façons de travailler et des postes de travail différents dans notre agence. Et c'est ce que nous commençons, ayant développé des outils, nous commençons maintenant à transformer nos agences.
L'humain est au centre. Nous sommes une société de service, nous ne vendons que du service. Donc les outils servent à supporter ceci. Néanmoins, la digitalisation va changer les rôles. Le fameux signataire, le signataire du pouvoir, où les gens disaient « il faut passer chez moi avec le gros signataire », et plus il était gros, plus il avait de pouvoir, est plutôt l'illustration de l'empêcheur de processus, parce que ça veut dire qu'il n'a pas réglé quelque chose. Mais aussi, tous les jeux de fonctionnement, la vérification, le contrôle, tout cela va changer. Le fait même d'aller au bureau ou de ne pas aller au bureau. Il y a beaucoup de gens qui en appellent à ne pas aller au bureau parce qu'ils ont un réseau social, mais ils ont aussi un rôle social, une certaine hiérarchie, une position dans les bureaux. Et tout ça, bien entendu, est remis en jeu, est remis en cause. Et donc, il faut aider à la transformation. Puisque, comme on l'a vu, beaucoup de nos employés, mais surtout beaucoup de nos cadres, ne sont pas des natifs du web, mais sont des émigrants du web. Et ces émigrants du web, il faut les aider à s'approprier les objets, surtout s'ils sont en responsabilité. Par exemple, la conduite par le contrôle lorsque les gens sont en mobilité ne marche pas. Il faut apprendre, par exemple, la conduite par objectif, mais ça demande une autre attitude, un autre leadership. Donc, on va accompagner le changement par un programme de change management. On va impliquer les gens dans les projets. Donc, dès qu'on a un projet de transformation, on fait travailler les gens avec nous. Nous allons avoir besoin de former les gens. Donc, nous avons ouvert une DBS Academy aussi pour ça, pour former les gens, pour aider à s'approprier le changement, les nouveaux outils. Nous formons environ 1000-1500 jours de formation en interne par année pour s'approprier avec des super utilisateurs, des plans de cours, etc. etc. Et puis, un certain nombre d'outils obligatoires à cela, notamment des intranets pour publier ces procédures de façon à ce que lorsqu'elles évoluent, elles soient mises à disposition de tout le monde, même en mobilité. J'ai un doute, comment je fais ceci ou cela, il faut que je puisse accéder à ces procédures. Et puis, il faut informer, c'est des blogs, ce sont des news qui permettent à tout le monde de suivre l'activité et l'actualité, même si on va passer de physique pur à physico-digital. Je sais qu'il y a un terme à la mode qui est Covid, on le sait tous, et le Covid a presque rattrapé la réalité, a rattrapé la fiction. C'est l'exercice de management le plus compliqué, c'est tous les marchés du monde en même temps, sur tous les pays, tous les âges, tous les services arrêtés. Donc, bien entendu, beaucoup d'entre nous, on n'était pas préparés à ce cas de figure. Néanmoins, le fait que nous avions une stratégie digitale, que nous avons commencé il y a maintenant 4 ans ou 3 ans, 4 ans de cela, a fait que nous avons même pu anticiper. Il était clair que nous allions être confinés au Walmart. Il était clair. Donc, nous avons anticipé, une semaine avant la décision du Conseil fédéral, nous avons pu commencer à décider de ramener les gens à la maison, d'aller ça, de le faire calmement, de voir si tout le monde allait bien à son poste de travail, de régler des problèmes de signature, de poste entrante, où nous ne sommes pas encore totalement digitalisés. Et donc, ça n'a pas été la réponse au Covid. Par contre, le fait d'avoir eu une stratégie, des outils digitaux, des postes de travail VDI, virtuels, nous a permis de quasiment assurer une continuité de service dans les limites de ce que la loi nous permettait, à savoir combien de personnes, où est-ce que les gens voulaient nous voir ou pas, puisque des gens se sont confinés aussi de leur côté, et dans les limites financières, puisque des projets ont été reportés, des financements ont été reportés. Donc, le Covid n'était pas, c'est pas une réponse au Covid. Par contre, tous les freins au changement qui sont normaux avec les humains, en particulier dans toutes les questions de statut et de ce que je maîtrise, de ce que je maîtrisais moins, tous ces freins, bien entendu, sont tombés puisque d'un coup, les gens étaient condamnés, obligés à rester à la maison et à faire leur login, et à aller chercher leurs emails, leurs documents et à commencer à acheter une caméra, à faire du Zoom, à faire du Teams, à faire du Skype. On n'a jamais vu autant de gens s'approprier ces technologies qui étaient déjà maîtrisées par toute la génération des millennials qui, je le rappelle, dans 5 à 10 ans, seront à nos places. Donc, une stratégie digitale n'est pas une réponse au Covid. Par contre, vous ne pouvez pas construire une stratégie digitale comme réponse au Covid. Ça ne ferait pas de sens. On s'aperçoit que de répondre à une crise majeure type Covid où nous sommes tous à la maison n'aide pas une stratégie d'entreprise par rapport à son marché, par rapport aux attentes des clients. Ceci n'est pas forcément en lien avec le Covid, mais par contre aide complètement à assurer le fonctionnement, à garantir le fonctionnement et à étendre les capacités du dispositif réel, humain, agence, papier, par des capacités différentes. Alors, beaucoup de gens critiquent la digitalisation, c'est normal, mais en même temps, ils vont tous réserver sur e-booking, ils vont tous sur EasyJet, tout le monde s'est commandé sur Zalando. Donc, ce n'est pas un but en soi. Je le répète, les attentes des clients, performance, qualité, aussi des outils à la gestion, des volumes, des langues,
des services augmentés, la virtualisation, la visite virtuelle, l'estimation de son bien en ligne, les supports à nos collaborateurs aussi, puisqu'ils ne disposent pas forcément de base de données dans leur tête pour estimer le prix moyen du bien ou du 3 pièces dans l'entier ou la capacité des gens à acheter ce bien dans ce terrain parce qu'ils ne connaissent pas le salaire moyen de toute la population suisse dans chaque village. Donc, ce n'est pas un but en soi, mais c'est un moyen de supporter, de compléter, de boucher un trou où nous ne serions pas, notamment. Est-ce qu'on va avoir des nouvelles technologies? J'aime bien illustrer avec la boîte aux lettres. La boîte aux lettres, c'est typiquement, avant les lettres, il n'y avait pas de boîte aux lettres, avant les facteurs. Mais typiquement, lorsqu'on voit une boîte aux lettres aujourd'hui, on se rend compte qu'on a affaire à typiquement un objet d'ancienne technologie, alors qu'en fait, il faudrait des boîtes pour délivrer les paquets de Zalando et les paquets de Deliveroo pour la nourriture. On voit réémerger, on n'a plus de loge de concierge, on voit réémerger notamment dans les gares des dispositifs de boîtes pour déposer notamment les paquets Internet. On voit en regardant la boîte postale, la boîte à lettres, qu'elle est anachronique, qu'elle n'est pas prévue pour fonctionner avec le monde qui nous concerne aujourd'hui. L'explosion du commerce aujourd'hui, c'est Internet, ce n'est pas la lettre en papier. Et donc là, typiquement, on voit une ancienne technologie qui devrait être repensée dans l'immeuble. Il y a d'autres exemples. Hein. On sait que les gens vont devoir rester à la maison. Donc les personnes âgées vont devoir rester à la maison. Il faudra accompagner les personnes âgées, les suivre, les monitorer. Donc il y a des outils de monitoring qui se mettent en place personnels, embarqués sur l'humain. Mais également, vous imaginez que si quelqu'un fait une chute, que le sol puisse annoncer qu'il y a quelqu'un par terre, à quelqu'un qui monitore et qui vient à ce moment-là aider la personne âgée, puisqu'on a plus ces maisons avec les 3 générations, tout le monde. La caméra, la fameuse caméra, elle servait à quoi hier? Elle servait à surveiller les entrées. Voilà. Demain, la caméra, elle servira certainement à identifier la personne qui arrive à la porte, votre collègue que vous avez invité, et à le laisser entrer. Il n'y a plus besoin de donner un code. Si on a la photo, on va simplement lui transférer la photo va être identifiante. Et comme on l'a sur notre carte d'identité, on a une photo qui nous identifie. Demain, il y aura certainement beaucoup plus que cela, puisque c'est un peu deux-dimensionnel et c'est à peu près 50 ans le concept. Et donc, la caméra peut tout à coup devenir l'outil de votre porte d'entrée plutôt que de mettre des boîtes à code à l'infini. Mais, alors là, pour le Covid, du coup, la caméra pourrait également prendre la température et décider de ne pas vous laisser entrer si vous aviez la fièvre, mais ce serait plus anecdotique que utilisable. Donc oui, il y aura beaucoup de technologies qui vont rentrer dans les bâtiments et qui vont nous aider à mieux faire le service des gens avec l'évolution de celle-ci. J'ai parlé du vieillissement de la population ou des habitudes d'achat sur Internet, donc qui vont toucher également le bâtiment et donc la gérance de ceci. Avec cela, j'ai essayé de vous illustrer en quelques minutes le chemin que nous devons faire pour rattraper un marché qui est finalement historiquement assez papier, qui est assez en retard par rapport à d'autres segments, en commençant par les couches basses, en s'appropriant ces technologies, en comprenant les attentes des clients, en dualisant notre dispositif, c'est-à-dire les humains sont aidés par la technologie, l'attente de l'entreprise est aidée par la technologie, on va travailler encore à mettre des indicateurs de qualité, on va travailler encore à former les gens, et nous sommes au milieu de cette transformation, puisque bien entendu, nous voulons faire tout ceci avec le personnel en place, et ce personnel en place, souvent, il ne vient pas du nouveau monde, mais plutôt de l'ancien monde, hein, puisqu'on a un âge moyen de 40 ans dans l'entreprise, et donc le challenge, bien entendu, c'est aussi d'embarquer tout le monde, et de compléter et de transformer nos offres pour avoir à la fois le volume, mais également la qualité, la proximité physique avec la proximité digitale, et ainsi couvrir les attentes des clients, tant en termes de service, qu'en termes de proximité et en termes de prix. Voilà. Je suis à votre disposition pour toute question de votre part. J'avais à peu près une demi-heure, je crois que je suis à peu près dans les 28 minutes, si je ne me suis pas trompé. Donc, Suzanne et Daniel, que je remercie, parce que vraiment, ce sont des initiatives Digital Suzanne que je vous invite vraiment à suivre et à vous approprier. Leur introduction était pleine de sens. C'est souvent lorsqu'on va confronter au projet que l'on comprend ce que cela veut dire. J'ai beaucoup aimé l'introduction sur le projet agile. On fait des projets agiles avec des gens qui ne savent pas ce qu'est un projet agile. Et donc, ce serait plus simple de les faire avec des gens qui sont formés typiquement à la technologie agile, par exemple, ou au proof of concept, comme l'a dit Suzanne. C'est tout un ensemble de choses que, si vous les appropriez, toute cette transformation sera pas plus facile, mais en tout cas peut-être plus facile quand même, plus simple en tout cas, mais c'est bien entendu un changement systémique important pour toutes les organisations qui sont confrontées à cela. Voilà.
Merci beaucoup, Christophe. C'était effectivement une présentation très riche, très inspirante. Donc, si vous permettez, je vais partager mon écran à nouveau. Pour cela, il faut que vous arrêtiez le vôtre. Merci beaucoup. En attendant, on a déjà eu 2 questions dans le chat. Elles concernent essentiellement le financement et une forme de déroute par rapport, disons, à l'ampleur des travaux, si j'ose dire. Comment est-ce qu'on peut, en tant que petit acteur, financer toutes ces changements, toutes ces transformations digitales? Quelle est la stratégie, en fait? Effectivement, dans l'introduction, j'ai mentionné le fait que on devait faire des petits pas dont les impacts soient mesurables. Donc, d'après vous, quels pourraient être les petits pas qu'une petite régie ou une petite entreprise immobilière pourrait effectivement entreprendre et financer pour avoir des impacts? Très bonne question. Dès qu'on parle d'investissement dans les PME, quel que soit l'investissement des machines, des bâtiments, évidemment, la question du financement se pose. Donc, comme pour tout projet, il faut avoir une certaine idée du financement et un plan de priorité. J'ai parlé que nous avions la volonté d'avoir un centre de calcul, mais je peux vous déclarer que ce n'est pas notre volonté à long terme. Nous ne trouvions simplement pas de prestataires immobiliers prêts à nous accompagner sur toutes ces transformations et nous avons donc utilisé l'équipe IT en place. Nous avons la chance d'en avoir une. Mais par exemple, décider d'une stratégie SAS, Software as a Service, qui nécessite peu de CAPEX, qui est très sur l'OPEX, vous aidera à créer la couche de base. Et il y a pas mal de prestataires, notamment en Suisse, qui sont très bons pour servir les PME, qui sont très bons sur la protection des data, avec les data en Suisse. Donc, toute cette couche de base, je pense qu'elle est accessible maintenant aux PME. Il faut un petit peu trouver le bon partenaire. Ça vous demandera un petit peu d'accompagnement si vous ne maîtrisez pas les couches bases de la technologie. Mais il existe là aussi, dans les PME, des gens qui accompagnent les PME pour choisir le bon partenaire technique, parce qu'il faut cette couche de base. Là-dessus, il vous faut des solutions ou des produits. D'abord, il faut vous poser la question, mais où est-ce que je sais, est-ce que j'ai des patates chaudes, à savoir, est-ce que je sais qu'il y a des sujets sur lesquels je perds des parts ou je n'arrive pas à suivre la concurrence parce que, voilà, je n'ai pas les outils, ou bien les clients demandent quelque chose de spécifique. Donc, il faut déjà cibler le besoin et trouver une feuille de route par rapport à ça. On ne peut pas tout faire en même temps. On ne va pas tout faire en même temps. Tout ne fait pas de sens. On a fait chez nous des tests, on a pensé à des applications, et Suzanne a parlé des proof of concept, de faire des tests. On s'aperçoit que certains tests n'ont pas marché. On a vraiment des tests qui n'ont pas marché. On a pensé à améliorer le transfert des téléphones, etc. C'était un flop total. Et on s'est dit finalement, la téléphonie, c'est une technologie ancienne, ne perdons pas de temps avec ça. Allons sur une autre. Le prochain combat sera la web communication. Donc, identifier les patates chaudes pour limiter les coûts. Et après, bien entendu, après établissement du cahier des besoins, sélectionner que les prestataires dont vous avez besoin pour limiter le CAPEX au maximum et avoir le maximum de rendement ou une stratégie anti-négative, c'est-à-dire les clients attendent ceci. Et donc, il faut cibler l'action. Et après, le financement, normalement, si votre société marche bien et que votre plan fait sens, le financement devrait, entre guillemets, pas être un problème. Si maintenant vous êtes déjà en problème, il est clair que si vous avez enclenché trop tardivement la stratégie digitale, là, ça va être plus compliqué parce que la problématique n'est pas que digitale, mais peut-être systémique à votre entreprise. C'est ce qu'il y avait aussi ici, hein, de gros systèmes communs. Le digital nous aide, mais il y a aussi des tas d'aspects systémiques organisationnels que nous devons régler par ailleurs, que nous ne pouvons pas régler par le digital. Le digital n'est pas la solution à tout. Je ne sais pas si je réponds à la question ou si la question devrait être plus précise sur des moyens de financement ou sur des objets de financement, mais je ne sais pas, il faudra. Bon, je pense que l'aspect outsourcing avec un partenaire fiable est déjà un premier pas qui est très concret. Je vais passer encore à d'autres questions que les participants ont posées durant l'inscription. Et il y a aussi une troisième question qui vient d'être posée durant le chat. C'est celle de l'intelligence artificielle, notamment dans l'estimation des valeurs immobilières. Jusqu'où va la notion d'intelligence artificielle, à savoir jusqu'où le robot décide de lui-même. Donc, c'est juste une question de programmation, à quel point vous décidez de laisser le robot aller faire l'action suivante. Si l'action, c'est « donne-moi le meilleur prix parce que tu as analysé toutes les données du marché, tu as analysé l'âge de la population, le salaire moyen, la durée de vente moyen en fonction du prix, parce qu'il y a aussi des clients qui veulent vendre au meilleur prix, mais il y en a qui veulent vendre au meilleur moment, c'est-à-dire maintenant parce que j'ai besoin de cash. Donc, en fonction des paramètres qu'on peut lui donner, effectivement, la machine peut vous donner des indicateurs rouge-vert, et à partir de là, si vous avez des volumes de données suffisants,
l'intelligence artificielle vous a aidé en tant qu'humain. Maintenant, le pas suivant, c'est de dire, bon ben, l'intelligence artificielle m'a donné cette valeur, je la mets directement dans un contrat, je la propose directement au client, qui dit OK pour moi, et le produit est directement publié avec cette valeur dans les sites Internet. Donc, on peut déjà complètement industrialiser et automatiser cette chaîne. La barrière est plus psychologique pour l'instant, tant à l'interne, puisque nos propres personnels formés à faire l'estimation immobilière doutent toujours et affinent. Ils connaissent un peu mieux l'ensoleillement, ils connaissent un peu mieux le bruit dans le voisinage. Mais plus le travail va de l'avant et plus nos bases sont documentées, plus l'enrichissement de ces valeurs par le personnel va être discutable en termes de coût. Puisque en Suisse, on sait, c'est l'humain qui coûte cher. Donc, on est très proche, par exemple, sur les estimations immobilières. On pourrait très bien lancer la chaîne complète de production, mais la dernière barrière est, je pense, plus psychologique que technique, par exemple. J'essaie de répondre à cette question. J'espère que ça va répondre à la question qui est posée, mais sans ça, n'hésitez pas à reposer la question, ça se peut, et c'est souvent le cas, je le comprendrai. Il y a une autre question qui vient du chat. Après, on peut encore, bien entendu, regarder celle qu'on a déjà là, mais est-ce que la blockchain a été un peu intégrée dans vos actions, dans vos outils? Alors, on y a pensé beaucoup au début. On y a vraiment pensé beaucoup au début, et on a misé sur une autre... alors oui, on pense la blockchain pour tous ceux qui vont signer les formulaires bancaires, comme je suis venu ce matin pour signer ces vieux formulaires papier qui sont d'un autre temps, alors qu'ils pourraient très bien être sur la blockchain, et beaucoup mieux certifiés que mon papier photocopié avec mon gribouillis dessus. On estime que ces technologies vont nous arriver par les notaires, par la confédération, par les banques. Donc l'environnement va nous amener de la blockchain. Par les avocats, parce qu'on va faire du contrat, mais que ce n'était pas à nous, dans nos priorités. On a parlé avant des moyens à investir, la valeur ajoutée de la blockchain par rapport à nos priorités que nous avions, tant en termes d'organisation, en termes de produits et services, pour le rattrapage par rapport à d'autres métiers. Hein. On parle de l'immobilier, on ne parle pas de la banque ou de d'autres secteurs comme le voyage, etc. Donc on avait d'autres priorités que la blockchain et on estime que c'est d'autres acteurs qui vont venir nous apporter là des éléments d'amélioration. C'est un bout de norme aussi. Hein. Je n'ai parlé d'absence de normes. La blockchain est aussi un bout de norme pour les acteurs qui participent à cet élément sécurisé. Peut-être une autre question qui rejoint un aspect humain, qui est celui des ressources humaines. Est-ce qu'il faut digitaliser ou maintenir les ressources humaines telles quelles? Alors, ce n'est pas une opposition. La question est posée comme en termes de ou bien ou bien. Ce n'est pas du tout ou bien ou bien. Digitaliser, ça veut dire, c'est vrai, reprendre de manière industrielle tout ce qui est industrialisable, donc dégager le temps pour faire du service. Parce que lorsqu'on est en train de contrôler une facture qui aurait pu être structurée, il n'y a aucune valeur ajoutée, si ce n'est éviter l'erreur, mais pour le client, il n'y a aucune valeur ajoutée. Donc, c'est industrialiser, améliorer la qualité sur ce qui peut l'être pour dégager du temps de service. Donc, ce n'est pas en opposition. Par contre, évidemment, lorsqu'on fait ça, on se rend compte que la balance entre je contrôle et je sers, je fais du service est différente. Et aussi, la mobilité fait que, par exemple, chez nous, nous attachons beaucoup plus d'importance maintenant au savoir-être, au savoir-faire, puisque de toute façon, la connaissance s'apprend, ou s'industrialise, ou s'explique. Et donc, on reprend certains métiers, on forme. Et bien entendu, tout ça, comme je l'ai dit, c'est un soutien, c'est un complément à l'humain. Nous faisons du service, mais pour ça, il faut qu'on dégage ce temps pour faire vraiment du service. Donc, ce n'est pas une opposition, c'est un complément, ou une amplification. Alors, il y a encore une question qui revient un peu sur l'aspect des petites régies par rapport à des acteurs comme DBS. Et il y a une question très pratique. Est-ce qu'il y a éventuellement la possibilité que DBS partage, disons, ces plateformes avec d'autres régies sous une forme de business model à définir? Alors, c'est techniquement possible. C'est préparé. Et on a déjà 2 pilotes de franchise qui travaillent avec nous. Vous l'avez dit en introduction, le monde 2.0 ou 3.0, voilà, il est un peu galvaudé le terme, mais c'est un monde de réseau. Et dans ce réseau, le fait d'échanger de la data, le fait d'échanger des parties d'un processus font que beaucoup d'acteurs participent au processus. Je l'ai dit, ça peut être un maître d'État qui va faire une intervention dans un appartement, mais ça peut être aussi un partenaire commercial qui fait du co-courtage avec nous sur un territoire où lui, il a une meilleure présence que nous, mais il n'a pas forcément les outils. Donc, nous avons clairement un concept de partenariat et les outils, notamment, permettent ceci. Et nous avons déjà deux franchises qui tournent depuis quelques mois en test et nous apprenons
à collaborer et à instaurer, à formaliser ces collaborations qui étaient plus ponctuelles par le passé, à savoir, on a une affaire à faire ensemble, on s'entend. Voilà, c'était plus, les Allemands disaient Schicksalgemeinschaft avant que ça l'était de manière structurée. Donc oui, complètement, c'est l'intention. Je sais que c'est une... Nous avons même ouvert nos DBS Academy à d'autres, parce que lorsqu'on forme en DBS Academy sur les procédures du contentieux et les articles de loi ou d'autres éléments plus techniques tels que faire un entretien de vente, etc., nous ouvrons notre école. Dès qu'on nous fait une cour, on le propose, mais on sait que c'est compliqué pour les audiences de venir chez nous, mais on n'a pas de problème à partager ceci avec d'autres. Plus ce métier sera attractif, plus les jeunes talents voudront y travailler. Je suis toujours étonné de voir que ces gens ne veulent pas travailler là-dedans alors qu'ils veulent aller à l'école hôtelière. Il y a des carrières extraordinaires à faire. Donc, plus le métier sera attractif pour tout le monde, mieux ce sera pour tout le monde, y compris pour nous, qui avons aussi besoin de manœuvres compétentes. Et dans ce cadre-là encore, une question concernant les autres acteurs, les autres régies, qui elles-mêmes auraient lancé déjà des plateformes. Donc, est-ce que vous avez connaissance de cela? Est-ce que ça va être effectivement un petit peu une forêt vierge de diverses initiatives, ou est-ce qu'on arrivera... C'est à la fois les deux. Il y a des initiatives structurantes. Ça peut être à Genève, dans certains acteurs, ça peut être autour de l'association professionnelle, ça peut être autour d'immobilier.ch. Donc, il y a des initiatives locales ou spécifiques à un domaine. Et puis, bien entendu, les grands acteurs doivent s'organiser par la force des choses parce qu'on veut rester local. C'est ça l'important, il faut que le collaborateur reste local et dans son terrain. Et donc, il faut l'amener en soutien et ne pas l'écraser par la taille, qui n'est pas une valeur pour le client. Donc, pour l'instant, il y a plusieurs normes qui se définissent. Ça va peut-être se normer aussi par le fournisseur, mais évidemment, nous nous rendons bien compte que, comme l'a été Galenica dans la pharma, il y a un acteur qui prend une taille pour finalement créer la référence. Et on espère bientôt qu'on ait ainsi des références et pas à se poser chaque fois la question du format électronique du mandat lorsqu'on perd un client ou qu'on gagne un client. Pour se transférer les clients, on aurait là, typiquement, un champ d'interaction à creuser entre nous. Donc, on est un peu entre deux. Il y a quelques initiatives, mais il y a encore un petit peu la jungle de tout ça. La méthode intermédiaire, c'est les partenariats pour que chacun puisse continuer à exister tout en utilisant des plateformes ou des partenariats typiquement avec un groupe. Il y a aussi la question de la sécurité. Donc là c'est plutôt la question comment utiliser le cloud tout en gardant la mainmise sur les données. Alors, je vous l'ai dit au début, pour nous, c'était fondamental. C'était une des raisons pour laquelle aussi nous avons travaillé sur les couches basses. C'est très important. On communique beaucoup là autour, pas seulement pour ne pas être hacké, mais on communique beaucoup, notamment à tous les collaborateurs pour les sensibiliser, pour les informer sur les obligations contractuelles. On a un Data Protection Officer qui vérifie tous nos contrats, toutes nos procédures pour vérifier si on est conforme à la loi, qui va corriger celle-ci. On se check aussi, on se fait contrôler, c'est-à-dire on se fait auditer nous-mêmes la sécurité pour voir où est-ce qu'elle aurait des manques, est-ce que nos applications... Et nous imposons aussi ces sécurités et ces exigences à nos fournisseurs, parce que beaucoup de fournisseurs, dans un marché comme l'immobilier, il y a beaucoup de petits acteurs, n'ont pas conscience ou n'ont pas les outils pour offrir les services conformes à la loi ou conformes aux exigences que nous sommes, en tant qu'acteurs, obligés de couvrir. Donc oui, il y a tout un travail à faire. Ça va jusqu'à modifier le contrat de travail pour intégrer dans le contrat de travail et dans les formations d'entrée des collaborateurs la sensibilisation et la formalisation de ces obligations, par exemple. Il y a une question très spécifique. Est-ce que DBS Academy est en concurrence ou en complément des cours USPI? Alors, Olivier est là. On est totalement en complément. Je pense qu'on a, je sais pas, 30, 40 apprentis. On a chaque année des dizaines de personnes en formation à l'USPI. Ensuite, on forme des gens à la comptabilité. Ils vont faire un master ou un master en bâtiment à l'EPFL. Donc, on n'est pas en substitution au contraire, on s'appuie complètement sur les formations que l'on peut trouver dans le dispositif institutionnel, dans le dispositif des associations, aussi par la valorisation des biens. On veut que nos collaborateurs se forment, on en perd beaucoup. On préfère engager des biens, les former, quitte à les perdre, que d'engager des mauvais et pas les former. Mais on essaie d'être très complémentaires. Donc la formation, elle est de deux types. C'est des compléments très pratiques, ou bien c'est justement des sensibilisations à des projets de transformation, mais c'est très, très complémentaire à ce que nous faisons avec les associations, puisque nous envoyons beaucoup de monde dans les associations et à l'USPI en particulier.
Il y a un aspect encore lié aux réseaux sociaux, notamment à LinkedIn. Est-ce qu'il y a un impact spécifique pour vous, typiquement? Est-ce que vous avez mesuré l'impact de LinkedIn sur vos activités? On mesure chaque semaine les réseaux sociaux. On mesure chaque semaine les campagnes, c'est-à-dire on va faire des campagnes, on a parlé par exemple de campagnes digitales. Ces campagnes digitales, ce sera du Facebook, ce sera selon l'objet. Et donc on mesure notamment, nous, chaque mois, la pertinence, la permanence de nos clics, du reclic, du coût par clic, du lead. Et sur une campagne Facebook, on va regarder quelle est son intensité en fonction du coût. Est-ce qu'elle a bien réagi à ce que nous voulions? Est-ce que les gens qui sont réagis sont bien la cible que nous avions? Donc, absolument, la stratégie SEO vise à cela également. Et nous avons, dans l'équipe du Marcom, on a un employé qui vient du digital marketing, qui fait pas seulement de la production, mais qui fait du suivi des activités, des opérations, parce que c'est une course permanente. Hein. Chaque fois, on essaye d'être devant l'autre dans la ville digitale. Une question spécifique sur Foncia et l'apport de Foncia, j'imagine, dans le domaine de la digitalisation, et les différences entre la France et la Suisse. Alors, Foncia, pour ceux qui connaissent pas, c'est un groupe assez gros qui est principalement en France, qui fait environ 10 000 personnes, qui appartient à des Suisses, qui sont à Partners Group. Nous sommes 600, mais donc Foncia a pas mal de métiers, de la gérance, mais encore d'autres métiers, de l'assurance, etc., sur l'Allemagne, la Belgique, la Suisse. Donc, chaque pays a son autonomie. Pourquoi? Parce que c'est un marché local avec des spécificités locales. Maintenant, il est clair que notamment sur des éléments technologiques, en Suisse, on a le centre de calcul en Suisse, les données sont en Suisse parce que c'est une loi nationale. On serait européen, ce serait différent. Mais par exemple, sur des aspects de sécurité, on va essayer de profiter du fait qu'il y a un team sécurité. On a parlé de big data, il y a des data analystes, donc on va essayer d'utiliser les big data. Les logiciels que nous employons, il faut savoir qu'on a 2 entreprises de logiciels à l'intérieur du groupe. Il est clair qu'on a quelques développeurs en Suisse pour de l'intégration et des petits développements, mais on a 2 sociétés de développement logiciel dans le groupe qui nous aident aussi à fournir les logiciels, mais on a environ 6 logiciels de gérance, puisque voilà, il y a l'historique qui est là et on ne veut pas perdre l'historique, et donc on ne veut pas casser, on gère. Et donc oui, on a à la fois une autonomie locale, mais on a la chance d'avoir un soutien et des compétences dans le groupe, mais qui sont accessibles. Les mêmes compétences existent même si vous n'êtes pas dans un groupe. Finalement, une dernière question qui ouvre peut-être effectivement un questionnement assez important, qui est celui de la résistance ou de la psychologie, qui fait qu'on aime toujours avoir le papier et que finalement tout l'enjeu est également dans la sensibilisation de l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, que suggérez-vous? Bon, évidemment, la formation, ça c'est la clé, je dirais, mais peut-être... Je vais vous illustrer pourquoi on a fait la DBS Academy. Lorsque nous avons mis en place c'est toujours le courtage qui est le plus simple à mettre en tablette. Donc, on a dit au courtier, vous avez une tablette en plus. Les courtiers ont dit absolument, super. Mais il faut au moins une iPad parce que tout le monde, le Mercedes, iPad, si je n'ai pas un iPad, c'est pas bon. Donc, on leur a mis des iPads. Et on s'est dit, on va quand même utiliser un petit pilote, déjà voir si on les perd, qu'on puisse les bloquer, etc. Et après 2 mois, la moitié des iPads sont revenus. Et c'est là qu'on a compris que la problématique n'était pas technologique, elle était humaine. Exemple, le courtier il avait envie de dire à son assistante ce qu'il fallait faire au lieu de simplement ouvrir l'application et de traiter la chose en direct. Donc, les temps de réponse étaient plus longs. Donc, il y avait tout un changement systémique à anticiper. Et on a compris que si la technologie a besoin parfois de 2 ans, l'humain il aura besoin de 4 ans. Et ce n'est pas seulement pour le papier. Le papier est très utile parce que ça permet à certaines personnes de noter des choses. Mais en même temps, si ce qui est noté n'est pas accessible à la personne autre parce qu'il doit lire ce commentaire, parce qu'il est en vacances, parce qu'il est malade ou parce qu'il a quitté l'entreprise, évidemment, le papier est aussi limitatif qu'il est important. Donc, c'est là qu'on a compris qu'il fallait faire quelque chose pour le changement, qu'on s'est replongé dans la stratégie du changement, dans la technologie, dans les théories du changement, l'accompagnement, la formation, le fait de ce qu'on appelle quitter l'appartement, il faut les ramener dedans. Et de nouveau, on a aussi pris une stratégie qui est on accompagne, mais on sait très bien que certaines personnes, ce sera plus compliqué pour elles, mais par contre, on va gagner d'autres collaborateurs. Quand on dit on est flexible sur le télétravail, on doit avoir la confiance des gens parce qu'ils sont sur l'immeuble, on ne va pas les contrôler s'ils sont vraiment sur l'immeuble, ils sont vraiment en train de faire l'état des lieux. On est obligé d'avoir la confiance des gens, donc on a sélectionné des gens différents. Et ces gens-là qu'on reçoit maintenant ne sont peut-être pas forcément le même profil de gens qui sont rentrés il y a 10 ou 15 ans dans l'entreprise. Donc oui, il y a toute la technologie de changement, vous ne pouvez pas vous y échapper. L'intégration des gens dans les projets et la résistance, et il faut accepter ma foi que c'est difficile et que ça prend quelques temps.
jusqu'à ce que les gens s'approprient ceci. Parfois, il faut forcer un petit peu, parfois, il faut enlever certains outils pour avancer comme ça par cliquet, pour avoir cette efficience et cette qualité à terme. On n'est pas au bout, mais ça prend quelques années. J'ai tout à coup plein de questions qui arrivent. On va devoir terminer pour respecter l'horaire, pour permettre aux uns aux autres de vaquer à leurs occupations. Mais j'ai encore des questions sur une consolidation dans le domaine des régies. Est-ce que la technologie va mener à une consolidation telle que ça s'est passé dans le domaine bancaire? Et ensuite, il y a une question sur les informations sur le marché français dans la vente de biens immobiliers. Est-ce qu'il y a à qui s'adresser pour avoir des informations sur le marché français? C'est plutôt spécifique. À moi, je vous transmettrai en fonction de la question, je vous réorienterai vers le collègue qui connaîtra mieux ou la région ou le domaine, si c'est du développement, si c'est de la techno, si c'est de la construction. Je vous réorienterai auprès de mes collègues volontiers. Ça, c'est pour la deuxième question. Pour la première, je vous ai dit par exemple un moteur de recherche unique. Évidemment, ce moteur de recherche unique nous permet notamment lorsqu'on fait une acquisition, quand bien même cette société est encore indépendante et peut-être même sur un ancien système, de extraire les datas et donc publier ces datas et donc quelque part, vis-à-vis de la vitrine digitale, de les avoir quand même intégrées. Donc oui, la technologie, le fait d'avoir une plateforme d'accueil, peut aider l'intégration. Nous avons des postes de travail virtuels, on peut déployer très rapidement 10 postes de travail supplémentaires. Si quelqu'un devait rejoindre le groupe, on peut très vite déployer des postes de travail supplémentaires et l'IT n'a pas fait quelque chose de spécial à faire pour ouvrir des postes de travail supplémentaires. C'est une technologie qu'on maîtrise. Donc, effectivement, la technologie peut aider. La technologie peut aider aussi à publier des procédures, mais quand même, l'humain, le fait qu'il y a des différences fondamentales initiales, ça, évidemment, vous n'y échappez pas et forcément, tout ne se marie pas. Toujours, il y a des éléments qui vont. Mais la technologie est un moyen pour faciliter les intégrations. La consolidation. Si j'ai bien compris la question, il semblerait que ce soit plus par rapport au monde global des régies. Est-ce qu'on aura tout à coup beaucoup moins de ces petits acteurs qui n'auront pas eu les moyens justement de s'équiper en technologie, un peu comme ça s'est passé dans le monde bancaire? Alors, ça s'est passé dans le monde bancaire, ça s'est passé dans la pharma. Pour X raisons, ceux qui ont les moyens de consolider vont consolider parce que le volume crée un effet de levier. C'est mécanique. Donc oui, il y a beaucoup trop d'acteurs et surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est la guerre des prix. C'est-à-dire que nous, on ne fera pas la guerre des prix, on n'a rien à gagner. Au contraire, ceux qui perdent le plus en cas de guerre des prix. Donc on voit beaucoup de petits acteurs qui, pour survivre, font des offres presque à perte pour survivre, mais ce n'est que gagner du temps. Donc la consolidation aura lieu, c'est sûr. Il y a 300-400 fournisseurs en Suisse. On se rend bien compte que c'est beaucoup de fournisseurs. Même l'automobile avait en Suisse, je crois, 5 ou 10 fabricants d'automobiles il y a un siècle. Il n'y a plus de fabricants d'automobiles en Suisse. On a tous une voiture quand même. Donc, il y aura la consolidation qui va continuer. Mais il y a plusieurs moyens. Il y a des moyens comme les associations qui essayent et qui travaillent à donner et à fédérer des moyens pour que les acteurs puissent disposer, quand bien même ils sont une entité plus petite, de solutions plus globales. Donc, il y a des moyens aussi qui est autre que la consolidation, tout simplement. Mais certainement, les associations en sont un. Excellent. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette présentation. Merci beaucoup, Christophe Houfouy. Permettez-moi juste de vous donner encore une petite information qui peut être intéressante pour nos participants. En fait, vous avez tous droit à un abonnement PME Magazine d'une année. Donc, si cela intéresse quelques-uns, faites-moi signe sur info@businessin.ch. Voilà, ça c'est intéressant pour tous, j'imagine. Et je vous souhaite une très belle matinée et j'espère vous retrouver soit à Bulle le 2 décembre sur effectivement un sujet qui est très traditionnel, peut-être encore plus traditionnel que celui de l'immobilier, qui est celui de la taxation des fromages et plus spécifiquement du vacherin fribourgeois. Avec ceci, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, Christophe. Au revoir, Daniel. À tout bientôt. Merci. Oui, j'espère. À bientôt.